La fascination est comme une énergie qui émane de quelque chose et qui peut nous frapper à tout moment, qui nous enivre et nous obsède, quelque chose qui reste en tête et qui va marquer pour un moment notre imaginaire. Et j'ai eu cette fascination pour une œuvre. Cette œuvre, c'est L'Île des Morts, d'Arnold Böcklin. Je suis fasciné par L'Île des Morts. C'est une œuvre qui m'a marqué énormément depuis que je l'ai découverte. Découverte un peu par hasard. C'était complètement fortuit. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai découvert L'Île des Morts, par hasard sur internet. Je suis tout de suite tombé dans le terrier de lapin qui se cachait derrière. Car une de mes premières initiatives a été de tout savoir sur l'œuvre. Tout. De la façon la plus exhaustive possible. Tout savoir de son auteur. Tout savoir à propos de cette œuvre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des recherches et je vais, de la manière la plus exhaustive possible, vous faire la biographie d'Arnold Böcklin et de sa peinture. Arnold Böcklin est né le 16 octobre 1827, à Bâle, en Suisse. Il est fils d'un marchand de soie, Friedrich Böcklin. À ne pas confondre avec Franz Friedrich Böcklin, qui est un compositeur, qui n'a rien à voir avec Arnold Böcklin, et d'une mère du nom d'Ursula Lipp. Il est né donc de ce couple, Ursula Lipp qui était une descendante d'un peintre, donc la peinture était déjà présente dans leur famille quand il est né, l'art était déjà là, ce qui a sans doute aidé à plus tard ses études en peinture, tout simplement. Ce peintre c'est Hans Holbein, donc voilà, un petit peintre quelconque du 19e siècle. En 1845, ses talents sont remarqués, par sa mère notamment, mais aussi par un poète, Wilhelm Wachenhage. Ils vont le pousser à aller étudier à l'école des beaux-arts de Düsseldorf. C'est à Düsseldorf qu'il va rencontrer Schirmer et Feuerbach, qui sont deux de ses professeurs. Donc Schirmer c'était plutôt un peintre de paysage, et Feuerbach plus axé sur la figure, sur ce genre de choses. Voilà déjà son début de parcours. Donc il y étudiera de 1845 à 1847. C'est après sa rencontre avec l'historien Jacob Burckhardt en Suisse qu'il va entreprendre son premier voyage en Italie. Italie qui va devenir son coup de cœur. Il va vraiment adorer l'Italie. Il va même s'installer à Rome et épouser une femme, Angela Pascucci, en 1853. Et il va donc longuement visiter Naples et Pompéi. C'est là-bas qu'il va développer son art du dessin et de la sculpture, ainsi que de la peinture. Il va beaucoup s'inspirer de l'art de la Renaissance de l'Italie. Et il va finir par développer un style, mais on en reviendra plus tard. Pour des impératifs financiers, en 1859, il va à Munich, où il deviendra professeur de 1860 à 1862. Il a eu des enfants avec Angela Pascucci, dont la plupart vont mourir. Il y a eu un fils, Carlos, qui est devenu peintre, lui aussi. Mais ces filles qui sont mortes vont créer chez lui une attirance avec la mort un peu spéciale. Il va développer une sorte de fascination pour la mort et aussi à développer un long deuil, assez difficile. Il rendra longuement visite au cimetière anglais de Florence, aux tombes de sa fille, qui sont d'ailleurs une des inspirations de l'île des Morts, mais ça on y reviendra plus tard, et aussi sur l'île cimetière de Venise, où est enterrée une autre de ses filles, où pareil, il va souvent se recueillir. Et c'est en 1879 qu'il va peindre sa première île des Morts, mais ça, encore une fois, on y revient plus tard. Il retourne à Zurich, et il fait ce qu'on appelle un AVC, donc il va passer proche de la mort, ce qui va encore plus le pousser vers cette espèce de fascination pour la mort et cette appétence dans son art pour la mort, pour la figure de la mort, qu'on retrouvera dans beaucoup de ses œuvres, et des symboliques de la mort. Il va vivre à Spezzia juste après, sur les côtes de la mer Méditerranée, hein, tout simplement. C'est une petite ville italienne. Il aura aussi fait un séjour à Genève, où il aura été un élève, tout simplement, ensuite un apprenti. Il va ensuite faire aussi un petit séjour à Paris,
pour observer les œuvres qui le marquent, à Anvers, à Bruxelles, où il va explorer donc tout son imaginaire dans les œuvres qui l'intéressent. Il va développer son art avec ça. Mais surtout, il garde cette fascination pour l'Italie, clairement. Et en même temps, pour l'Allemagne, il a le cœur à cheval entre deux pays. L'Allemagne avec son côté romantique, et l'Italie avec son art renaissant et ces choses-là. Ensuite, il s'installe à Florence. Il vivra quelque temps à Florence, et après acquérera une villa à Fiesole, en Toscane, juste à côté de Florence, où il aura sa villa, donc, et son atelier, qui accueillera beaucoup de visiteurs, donc à partir de 1893, de nombreux visiteurs et admirateurs de son art. Et c'est là qu'il fera la rencontre, évidemment, de ceux qui vont développer l'île des morts. Encore une fois, on y reviendra. Petite anecdote, en 1880, il obtient l'ordre de Maximilien de Bavière pour la science et les arts. Voilà. Une distinction, c'est la distinction qu'il a eue. Et il mourra le 16 janvier 1901 à Fiesole et sera enterré dans le cimetière des Allori, un cimetière protestant, parce qu'il était protestant luthérien, probablement, dans une famille protestante. Et c'est là-bas qu'on peut retrouver sa tombe. Après, sur sa vie personnelle, on n'a pas vraiment plus de détails. On sait qu'il était ami avec Hans von Mare, un peintre, mais c'est à peu près tout. On n'a pas beaucoup de détails sur sa vie personnelle en dehors de ça, en dehors de ces grandes lignes que j'ai décrites. Donc, nous allons passer à la partie 2, axée plus sur sa peinture, son style. Arnold Böcklin est devenu un grand nom du symbolisme, qui est une sorte de courant qui était contre le réalisme, qui était très en vogue au XIXe siècle. Le symbolisme avec des figures mythologiques, oniriques, mais ça c'est plus tard que ça deviendra plus onirique dans ses œuvres. Avec différentes commandes, il va approfondir sa peinture. Il aura un style d'abord plutôt naturaliste, mais qui développera ensuite avec donc, ce qu'on a appelé le symbolisme, voilà, qui est tout simplement un courant qui combat un peu le réalisme pur, qui laisse un peu entrevoir la rêverie, qui laisse un peu inviter à la rêverie tout simplement. On sait également qu'il a été apprenti d'Alexandre Colonne, un peintre à Genève de paysages tout simplement. Donc il a été beaucoup inspiré par ça, les paysages, notamment rocailleux, car Alexandre Colonne était un peintre de paysages de la Savoie, des montagnes. Et donc il va développer cette espèce de style où des sortes de forêts, les cyprès qui rappellent les cimetières, les montagnes, les grands éperons rocailleux, ce genre de choses qui vont se retrouver dans ses œuvres. On sait que pour la Galerie des Offices de Florence, on lui a commandé un autoportrait. L'autoportrait avec la mort jouant du violon, qui est une de ses plus grandes œuvres, une de ses œuvres majeures, où encore une fois ce symbolisme de la mort est très présent. C'est après son AVC, c'est après la mort de ses enfants, on comprend. Il y avait un autre autoportrait qu'il avait fait, où il y avait une colonne brisée et des feuilles de laurier qui symbolisent l'immortalité, et la colonne brisée symbolisant normalement la mort avant 30 ans. Si vous en voyez dans les cimetières, c'est pour ça en fait. Une colonne brisée signifie que la personne est morte avant 30 ans. Voilà, petite anecdote encore une fois. Mais bien sûr, son œuvre majeure, c'est l'île des morts, et nous allons y passer tout de suite, à l'île des morts, et décrire son histoire. L'île des morts, à l'origine, c'est un tableau qui est décrit comme invitant à la rêverie, qui a été commandé par un industriel allemand du nom d'Alexander Günther. Alors on n'a pas beaucoup d'infos sur lui, tout ce qu'on sait c'est que Arnold Böcklin était très excité à l'idée de faire cette œuvre, on a retrouvé une lettre qui le dit, mais il a décidé de garder l'œuvre pour lui au final. Et c'est plus tard, Valérie Bernat-Christ, qui va aller dans son atelier, et qui sera frappée par l'œuvre. Elle va avoir un coup de cœur pour cette œuvre, et elle va en commander une version plus petite de l'île des morts, la deuxième version de l'île des morts. Et elle demandera, à cause de la mort de son ancien mari, Georges von Bernat, qui est mort de la diphtérie en 1865, et elle veut faire son deuil en fêtant son remariage avec le comte d'Oriola, un financier lui aussi.
Et donc c'est pour ça qu'il y a cette embarcation avec le défunt qui porte son propre corps vers l'île des morts, qui s'appelait à l'origine l'île des tombeaux, The Graveninsel, qui ensuite sera renommée Toteninsel par son galeriste attitré, Fritz Gurlitz, qui renommera le tableau l'île des morts. On sait qu'une gravure de l'île des morts avait été faite et avait pu être vendue à grande échelle, à tel point qu'on disait que l'île des morts se trouvait dans le salon de tous les Allemands. Donc c'est une œuvre très allemande, très bourgeoise finalement, on pourrait dire, parce que c'est une œuvre de commande, c'est une œuvre de financement, c'était fait pour des impératifs financiers, mais elle a quand même fasciné, parce qu'il y a quelque chose qui a été retranscrit dans cette œuvre d'unique, qui fait qu'on en parle aujourd'hui. On pense même qu'une fascination pour sa propre œuvre s'est créée, au point où il fera donc 5 versions. Alors plusieurs pour, par exemple, la Bernier Bank du baron Thyssen pour sa filiale de la Bernier Bank, où une de ses œuvres sera exposée, jusqu'au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, qui ont détruit l'œuvre. Ce qui fait que Rachmaninov s'était basé sur une photo en noir et blanc pour faire sa symphonie. Mais ça, on y reviendra. Beaucoup de gens ont eu tout d'un coup une fascination pour cette œuvre. Il y a eu par exemple Clémenceau, qui avait une reproduction dans son cabinet, Lénine, qui avait une version en haut de son lit, ou même Adolf Hitler, qui avait acheté la 3e version de l'île des morts pour lui. Mais surtout, l'œuvre a marqué beaucoup les esprits, plus tard, les artistes, comme par exemple Rachmaninov, comme j'ai déjà dit, qui a fait une symphonie en l'honneur de l'île des morts. Il y a eu beaucoup de films aussi mettant en scène l'île des morts dans les années 20, 30. C'est des films malheureusement qu'on a perdus aujourd'hui, pour la plupart. Des œuvres qui faisaient voyager sur l'île des morts, où l'île des morts était mise très en avant aussi, beaucoup de films, même des films récents. Et on sait que beaucoup de reproductions, de versions de l'île des morts ont été créées plus tard. Des centaines de versions existent. Il y en a des milliers, des versions de l'île des morts. Mais elle sera aussi citée dans beaucoup d'œuvres d'artistes. Par exemple, Salvador Dali, qui avait une fascination pour cette œuvre au point que même sa toute dernière œuvre, avant sa mort, représente l'île des morts derrière un buste où il faut passer par un passage. On sait aussi que Hans Rudy Giger avait une fascination pour l'île, et que pour son deuil de sa femme, il avait fait des îles des morts. On sait que c'est un lieu commun, voilà, de l'imaginaire collectif. Même Arnold Böcklin avait mis ses initiales sur un des tombeaux d'ailleurs, signe que la mort arrivait. Et cette œuvre donc s'est retrouvée à devenir vraiment quelque chose d'énorme, quelque chose qui a largement dépassé la peinture elle-même, qui fascine énormément de gens, encore aujourd'hui, dont moi, par exemple, et qui clairement envoie quelque chose, quoi. C'est une œuvre spéciale, même si elle a un ton plutôt macabre à la base, elle est faite pour un deuil, elle a même l'ajout de l'embarcation est faite pour un deuil, tout est lié à ce côté au-delà, cette sensation de voyage après la mort. Et je pense que c'est ça qui marque, en fait. Au-delà du fait que c'est des peintures tout simplement qui invitaient à la rêverie, c'est au-delà d'inviter à la rêverie, c'est des peintures qui parlent de sujets très importants de la vie, en fait, qui annoncent beaucoup de sujets, et des éléments de l'île vont se retrouver dans énormément d'œuvres. Par exemple, les cyprès, qu'on va retrouver dans beaucoup d'œuvres, pour citer l'île des morts, les éperons rocailleux, les éperons rocheux, ce genre de choses, même tout simplement l'île elle-même, directement mise en place comme ça, visuellement. Ou alors carrément un univers développé autour de la figure fantomatique qui contrôle la barque. Enfin bref, la barque qui inspire Charon à la base. Voilà. Mais qui a été complètement reprise, complètement retravaillée, complètement refaite, vraiment complètement rendue immortelle. Finalement, Arnold Böcklin avait raison. Il est devenu immortel grâce à ça. Donc c'est pour ça que l'île des morts est pour moi une œuvre incontournable, une œuvre importante, une œuvre qui a marqué son temps et qui marque encore son temps aujourd'hui. Une œuvre qui était finalement en avance, en quelque sorte. Le symbolisme, toutes ces choses, l'onirique, la mort,
ça se retrouve dans l'île des Morts d'Arnold Böcklin. Et c'était un plaisir de parler de lui sur cette chaîne YouTube.